Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pop News, épisode 12. Pop News, c'est votre émission qui récap toute l'actualité pop culturelle de la quinzaine. C'est déjà le 12e épisode. A priori, ça vous plaît et nous, ça nous plaît de le faire. Donc, on est très content de vous retrouver pour ce rendez-vous bimensuel à retrouver du coup dans votre flux de podcast Pop Tier. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux, sur les flux de podcast, là où vous écoutez vos podcasts. De suivre sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube, sur Dailymotion, bref, il y en a partout. Salut Adrien, comment ça va? Salut Thomas, ça va très très bien et je suis content de cette émission parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Il y a la grève des scénaristes, il y a beaucoup de news, des brèves, du box-office. Donc là, vous allez vous régaler, ça va être très cool. Ouais, beaucoup de choses. Comme d'habitude, on va parler des brèves pop culturelles. Il y en a plus que dans l'émission précédente. Il y aura un gros sujet qui parle, du coup, comme tu l'as dit, de la grève des scénaristes. Avant ça, on parlera de ton point box-office. Après le gros sujet grève des scénaristes, on parlera du radar des sorties. Qu'est-ce qui sort dans la quinzaine au cinéma et en streaming. Je vous ferai ça, le petit point. Et ensuite, on terminera l'émission tranquillement, comme d'habitude, avec nos recommandations avec 2 jeux vidéo et une série. Allez, c'est parti. Tout de suite, pour les brèves, on commence avec Beetlejuice 2. Beetlejuice 2 qui a beaucoup d'informations à nous donner en ce moment, puisque le film a commencé son tournage mi-mai, et il se trouve que le film a d'ores et déjà une date de sortie, ce sera le 6 septembre 2024, et il se trouve que c'est réalisé par Tim Burton, qui revient donc derrière la caméra pour une suite de Beetlejuice après le film originel de 1988. Et il se trouve que la date de sortie est intéressante puisque ça devait être la date de sortie de Blade de Marvel, ça doit toujours l'être, mais le film, on en parlera tout à l'heure, est un petit peu au point mort, notamment à cause de la grève des scénaristes. On en a aussi appris beaucoup autour du casting, mais évidemment, on l'avait dit dans précédentes news et de précédentes brèves, Jenna Ortega sera au casting dans le rôle de la fille de Lydia, Lydia qui est donc jouée par Winona Ryder, qui reviendra également, tout comme Michael Keaton au casting, et donc, on a un certain nombre de nouveaux visages qui viendront dans Beetlejuice 2, à savoir Willem Dafoe, que vous connaissez bien sûr, hein, c'est le bouffon vert de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. On l'a vu précédemment dans pas mal de choses, dont j'ai oublié le nom, The The Northman. Lighthouse, ouais, The Oui, Northman The aussi. Northman, The Lighthouse, c'est à The Lighthouse que je pensais quand j'ai dit The Northman, je Ah, sais pas ok. pourquoi. Mais bon, écoute, bizarre, mais voilà. Willem Dafoe, Monica Bellucci qui va jouer également dans Beetlejuice 2. D'après les sources, ce serait la femme de Beetlejuice dans cette suite. Intéressant, Monica Bellucci, qu'on ne présente plus, hein, très connue sur le marché français. Et Justin Theroux, qui sera également dans Beetlejuice 2, dans un rôle encore inconnu pour l'instant. Mm. Voilà, je voulais avoir ton avis un petit peu sur cette affaire de Beetlejuice 2. Est-ce que c'est un film que t'attends, toi? Ouais, je suis très content que Beetlejuice 2 prenne enfin forme parce qu'on l'avait dit précédemment dans d'autres émissions, ça faisait très longtemps que Beetlejuice 2 était en rumeur, les gens en parlaient beaucoup depuis plusieurs années, on savait pas si le film allait se faire, si Tim Burton allait revenir derrière la caméra, et cetera. Là, c'est Mm. bon, Tim Burton revient, il a sa nouvelle muse avec Jenna Ortega qu'il a fait tourner dans Wednesday, mercredi, sur Netflix. Il y a un gros casting, il y a le casting qui Ouais. revient, c'est cool d'avoir Winona Ryder qui revient. On sait pas encore si Baldwin ou Gina Davis reviendront, mais en tout cas, il y a quand même des castings, des acteurs lourds au casting. Ouais, de Je faux. suis content aussi d'avoir un Justin Theroux qui traîne Mhm. là et un Willem Dafoe et Monica Bellucci en femme de Beetlejuice, why not? Et puis surtout, Michael Keaton, faut pas oublier que c'est l'un de ses plus grands rôles et Michael Keaton est toujours un peu sous-coté, je trouve, qui est quand Ouais. même un grand acteur qu'on reverra là très prochainement Mhm. dans The Flash. En Oui. Batman, justement, il jouera le, À ne pas confondre. à ne pas confondre, ouais, il jouera son rôle de Batman dans le prochain film The Flash, et The Flash qui met à l'honneur donc ce super-héros Batman qui avait été mis à l'écran, porté à l'écran par Tim Burton à l'époque, dans Batman et Batman le défi. Donc voilà, il y a Exactement. un côté un peu Tim Burton retrouve ses acteurs de Ouais. l'époque, et en espérant qu'il retrouve aussi un petit peu son style de l'époque, parce que beaucoup lui reprochent, et moi le premier, Mhm. d'avoir un peu perdu de son talent et de sa ferveur depuis quelques années. Donc s'il pouvait retrouver un peu ce style cool qu'il avait avec Beetlejuice, bah, ce Mhm. serait très sympa.
Ouais, pareil, moi je suis super chaud pour Beetlejuice 2. Après, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas vu Tim Burton à son plus haut niveau, donc on essaie d'y croire, évidemment. Jenna Ortega qui est un petit peu vraiment sur tous les radars ces derniers temps, donc pourquoi pas, évidemment, lui donner un petit peu de quoi jouer là-dedans. Je suis content de revoir les anciens Mmh. revenir pour cette suite, et puis bah, derrière, on attend de voir, hein, puisque le film, je ne l'ai pas précisé, mais est scénarisé par les créateurs de Wednesday, Mmh. Alfred Goh et Miles Millar. Ouais, ce Voilà. qui est Donc pas super rassurant dans l'idée parce que c'est pas le meilleur scénar du monde de Wednesday, mais bon, voilà, à voir ce qu'ils en font. on est bien d'accord. On va poursuivre notre émission avec une nouvelle autour de Vin Diesel et surtout de la saga Fast and Furious, puisque Fast and Furious pourrait avoir en réalité un 12e épisode. Un 12e épisode, puisque ce n'était pas prévu à la base. À la base, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont arrivés, on va conclure la saga, on va conclure. Hein, on sait exactement ce que ça veut dire à Hollywood, mais bref, on va conclure avec un film en 2 parties. Le 10e, en fait, c'est le 10 et le 11, puisque c'est ce qu'a demandé Universal, le studio. Et en fait, quand ils ont vu le 10e épisode, ils se sont dit, ça serait peut-être pas mal, en fait, d'en avoir un 12e derrière. Donc, au final, voilà ce qui va se passer. On va donc avoir, potentiellement, un 12e épisode de Fast and Furious. Bon, c'est Vin Diesel qui en parle sur le tapis rouge de l'avant-première de Phase 10 à Rome, au micro de je sais plus qui, Fandango je crois, Mmh. et qui disait du coup que bah, c'est du domaine du possible, puisque le studio a l'air d'avoir un petit peu les crocs, donc potentiellement on aura donc phase 10, phase 11, phase 12, une vraie trilogie pour terminer cette saga, en tout cas la saga des Toretto, puisqu'on se doute bien que Fast and Furious va continuer derrière, quoi. Oui, il y a déjà eu des spin-offs avec Hobbs and Shaw, très bon d'ailleurs. Ouais, Et oui, évidemment que c'est une poule aux œufs d'or, donc ils lâcheront pas l'affaire. Est-ce que toi exactement. alors, précisons que tu as fait très récemment, pas plus tard qu'il y a 2 jours, un marathon. Je ne sais pas comment tu as fait. Tu as fait un marathon des 9 Fast and Furious, plus Mhm. Hobbs and Shaw, donc 10 films Oui. en tout, à la suite. Mhm. 20 heures de film, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, alors toi, t'en penses quoi de cette news d'avoir un Fast 12? Tu content? En fait, plus ça va, pire c'est, je trouve, la saga Fast and Furious, puisque ça part dans tous les sens. Mmh. Et je trouve que c'est de moins en moins bien réalisé et ça se prend vraiment, vraiment énormément au sérieux. Ouais. Et quand je vois que, bah, au final, on va en rajouter encore, je me dis que c'est peut-être pas la peine, puisque Mmh. qu'est-ce qu'ils vont raconter sur ce 12e film? Comment ils vont faire pour aller plus loin que l'espace? Puisque maintenant on en est là en fait, hein, dans Fast 9. Donc je sais pas trop, mais et puis honnêtement je trouve que ça a un vrai melon en fait, cette saga à partir du 6 je trouve. Donc bon, écoute, j'irai les voir hein, maintenant que je les ai tous vus. Tu Mais obligé, tu obligé. voilà, c'est obligatoire. Mmh. Mais je sais pas trop, honnêtement. Je On suis verra bien, circonspect devant cette news. on verra bien. Ok, allez, on passe à la suite avec Bird Box Barcelona, qui est donc un spin-off de Bird Box, grand succès de Netflix ces dernières années. Exactement, ouais, ouais. Alors c'est étonnant parce que c'est un projet qui avait été annoncé il y a 2 ans pour la première fois et Netflix, vient à peine, là, cette semaine de balancer un 1er teaser pour Bird Mhm, Box Barcelona, donc comme tu l'as dit, qui est un spin-off, du thriller, de Netflix qui était sorti en 2018 avec Sandra Bullock, comme, 1er rôle mhm, et on voit, dans ce teaser le chaos, en fait, qui se déroule en Europe en même temps, que celui qui se déroulait aux États-Unis dans le premier film. On voit qu'il y a des entités invisibles en fait qui sont en train de prendre le contrôle de la vision des gens et les poussent à se tuer involontairement. c'est ça. On n'en sait pas beaucoup plus. Il y a peut-être un côté un peu Rec, qui était aussi un Oui, film espagnol, dans l'idée et le film sera disponible en streaming sur Netflix à partir du 14 juillet. On a quand même ouais. un petit synopsis qui traîne, Mhm, donc je vous le lis. Dans un monde dévasté par une force mystérieuse qui décime la population, Sébastien doit naviguer dans les rues désolées de Barcelone pour assurer sa propre survie. Alors qu'il forme des alliances précaires avec d'autres survivants et qu'ils essaient de s'échapper de la ville, une menace inattendue et encore plus sinistre se développe. eh Voilà. ben, Bon, tout un programme. tout Mm. un programme et voilà, je le rappelle, à partir du 14 juillet, ceux qui avaient kiffé Bird Box seront au rendez-vous et puis pourquoi pas développer une franchise, un peu comme l'avait fait Sans un bruit, Oui, avec,
avec Sans un bruit 2 et bientôt Sans un bruit Day One, je crois. Day One, exactement. Ouais. Bah écoute, pourquoi pas. J'avais pas vu le premier, donc je t'avoue que cette news ne me bouscule pas. C'était sympathique, voilà. Mais écoute, voilà. À voir pour les gens qui avaient aimé le précédent film. On va continuer nos informations avec Superman Legacy, une petite information vraiment très très courte. James Gunn s'est exprimé sur Twitter au sujet de Superman Legacy, son film Superman, maintenant qu'il a repris le contrôle de DC Studios, et vraisemblablement, il pourrait inclure certains membres du casting des Gardiens de la Galaxie. Ce qui n'est pas vraiment une grande surprise, puisqu'on sait que James Gunn aime travailler avec sa famille, on va dire, hein, de casting, et on ne sait pas exactement qui ça inclura, mais voilà, c'est une confirmation que lors d'une FAQ qui a eu lieu sur Twitter. Voilà, il a demandé, il a répondu à certaines questions, dont cette question-là, et donc il nous confirme que probablement il y a un de ses amis acteurs ou plusieurs de ses amis acteurs des Gardiens de la Galaxie qui seront dans Superman Legacy. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette petite information? Pas très étonnant, c'est bien parce que ça donne un petit peu un os à ronger aux fans, et puis c'est dans le sens où, quand je dis que c'est pas très étonnant, comme tu l'as dit, il aime beaucoup faire tourner ses potes, c'était le cas là récemment dans Les Gardiens 3, donc évidemment dans Superman Legacy, on verra peut-être un Bautista, peut-être pas Chris Pratt, mais en tout cas des gens qu'on a vus passer dans les Gardiens, quoi. Donc ouais, normal. Carrément. Voilà donc pour Superman Legacy. On va parler d'une news complètement sortie de nulle part, parce que je m'y attendais pas du tout. Il y aura désormais une suite à Lord of War. Ouais, tout à fait, qui va s'intituler d'ailleurs Lords of War, donc un S pour préciser qu'il y a plusieurs lords. Selon Variety, en fait, Nicolas Cage va reprendre le rôle du marchand d'armes Yuri Orlov qu'il tenait dans le premier film Lord of War en 2005. Ouais. Et il sera rejoint par Bill Skarsgård, qu'on a vu récemment dans John Wick chapitre 4, qu'on a vu évidemment sous le maquillage de Pennywise dans les 2 films Ça. Et puis cette histoire en fait apparemment racontera l'histoire d'un père et d'un fils, donc Nicolas Cage et Bill Skarsgård, et sera écrite par Andrew Niccol qui avait écrit le premier et qui avait réalisé aussi le premier. Et Andrew Niccol qui est aussi connu pour avoir écrit The Truman Show, donc pas n'importe qui non plus, quoi. Ouais. On apprend donc toujours d'après Variety que la prod commencera à l'automne prochain. Et puis on a une petite déclat de Andrew Niccol qui précise qu'il y a tellement plus à explorer avec ces personnages que ce qu'on peut imaginer en fait juste en regardant le premier. J'ai hâte de passer plus de temps en compagnie du diable charmant qui est Yuri Orlov, et maintenant de son fils illégitime qui s'avère ne pas être légitime de quelque manière que ce soit. Et on a déjà un petit synopsis encore une fois, donc ça c'est pratique. Dans Lords of War, Orlov, donc Nicolas Cage, le trafiquant d'armes le plus célèbre du monde, découvre qu'il a un fils prénommé Anton, Bill Skarsgård, qui essaie de surpasser son père. Anton rassemble une armée de mercenaires pour lutter contre les conflits du Moyen-Orient. Cela déclenche une rivalité amère intergénérationnelle opposant père et fils. Donc pourquoi pas. En vrai, c'est pas si débile, c'est pas si idiot de faire une suite comme ça. Je pense qu'ils peuvent le transformer même en comédie. Enfin une comédie, pas pure comédie, mais en tout cas y aller, hein. Quand tu fais deux marchands d'armes père et fils, moi ça me donne envie de rire déjà, mais pourquoi pas. Et on sait que Nicolas Cage a un potentiel comique dingue, ma boule, donc à voir en fait. Je sais pas du tout où ils peuvent aller avec ce pitch, mais je suis très curieux et même si des fois il y a des films qu'il faut laisser dormir, il faut pas forcément les retourner, mais là au moins on a le réalisateur et le scénariste d'origine et l'acteur d'origine qui reviennent. Moi, ça me dérange pas, un peu comme Beetlejuice. Ça t'intéresse toi ce film? T'aimais bien le film original de 2005? Super. Le film est super, même s'il y a Jared Leto, le film est super. Non, Jared Leto était pas dégueulasse en plus dans le premier. Enfin, c'est bizarre de dire premier phase en tout cas. Non, ça allait. Non, c'est un très bon film. Je sais pas si tu te rappelles du générique qui avait bien sûr, qui avait fasciné tout le monde, de cette balle de fusil AK-47 qui part de la chaîne de production jusqu'au fusil d'un enfant soldat en Afrique. C'était une vraie folie visuelle et ça te mettait directement dans le film, et c'était un très bon film. Franchement, c'était très inventif. Moi, je me souviens, je l'ai en DVD en l'occurrence ce film, et c'est un film que j'avais apprécié. Alors, il est difficile, hein, ce film, parce qu'il traite forcément d'un truc un peu compliqué. Mais en vrai, moi, j'avais bien aimé. Alors, je m'attendais pas du tout. Enfin, jamais de ma vie, je me suis dit il y aura une suite à Lord of War. Mais écoutez, pourquoi pas, hein, si c'est fait dans les bonnes conditions. Moi, je suis intéressé. Exactement.
Voilà, cette semaine, on a également vu la bande-annonce de Dune, partie 2 de Denis Villeneuve. C'est un film évidemment extrêmement attendu pour la fin de l'année, le 1er novembre pour être tout à fait précis, en France, un jour férié, hein, c'est parfait, c'est traditionnellement très très suivi et très porteur hein, pour les films qui sortent les jours fériés. C'est donc la suite et la fin de l'adaptation de Dune de Frank Herbert par Denis Villeneuve. On voit du coup la deuxième partie en réalité du roman de science-fiction et sans trop en dire, on voit pas mal de choses en fait hein, dans cette bande-annonce, notamment la première chevauchée du personnage joué par Timothée Chalamet, Paul Atreides, qui est évidemment un socle extrêmement important pour la suite de la saga. Et donc voilà, on ne sait pas s'il y aura un Dune 2, un vrai Dune 2, qui adaptera du coup le roman qui s'appelle Le Messie de Dune, de mémoire. Mais pour l'instant, voilà, pour clôturer cette adaptation en 2 parties. T'avais bien aimé, toi, le premier film? Pas trop, j'ai un peu l'impression d'être le seul autour de moi, mais en fait, j'avais regardé ma montre, ce qui est pas bon signe. J'avais trouvé ça C'était un peu très long, hein. très plat, en fait. Ah, Mm. magnifique, hein, c'est des effets visuels super, mais en fait, j'étais pas dans l'histoire. Bon, j'ai jamais lu les Ouais. bouquins, hein, mais même je j'arrivais pas à me mettre dedans. Ouais. Pourtant, j'aime énormément Villeneuve, mais là, je sais pas, il y a un truc qui fonctionnait pas, Mm. c'était pas assez organique pour moi, c'était trop froid, trop clinique, trop tu sens que c'est un beau travail d'un bon élève, ça m'a un Ouais. peu un peu emmerdé, quoi. Et Ouais, je je suis peut-être comprends. pas la cible, je sais pas. Je comprends. Je comprends. Moi, j'avais bien aimé pour avoir lu le bouquin juste avant en fait la diffusion du film. Mmh. Ça m'avait plu parce que c'est quand même très fidèle. Mais effectivement, je te rejoins sur le fait que c'est quand même bien carré quoi. Voilà. Et Ça manque d'âme, en fait, tu vois ce que je veux dire? Ça manque un peu d'âme, peut-être, peut-être. Et je pense que le deuxième va pas spécialement te réconcilier avec tout ça. mince. Par contre, j'en attends plus sur le côté spectaculaire de ces films-là, puisque la fin du roman s'y prête énormément. Mmh. Donc ça risque d'être sympa de ce côté-là, J beaucoup plus sur l'action, quoi. Ouais, j'irai le voir, par curiosité, de toute Ouais, façon, ouais, je vais me ouais. faire un avis, mais bon, c'est vrai que le premier m'avait pas touché, quoi. Bon. Je comprends, je comprends. Mais voilà pour Dune 2, Dune partie 2 qui sort donc le 1er novembre en Mmh. France. Continuons avec une information pour le retour derrière la caméra de Johnny Depp qui cherche à vendre son nouveau film au Festival de Cannes en ce moment, parce que vous savez qu'il y a le Festival de Cannes, mais aussi le festival permet de mettre en relation des vendeurs de films avec des acquéreurs. Donc voilà, Exactement. c'est ce qui se passe en ce moment. Bah, le marché du film est très important pour beaucoup de distributeurs et donc là, Johnny Depp qui, en fait, bah, là, sous 2 casquettes parce que la première c'est qu'il est acteur, et Mhm, il ouvre le festival de Cannes avec Mai Wen pour le film Jeanne du Barry, dans lequel mhm. il incarne, Louis XV. Ouais. Et il est aussi là en tant que réalisateur, comme tu l'as dit, parce qu'il a en tournage un film qui s'appelle Maudit, un film sur Modigliani, donc Maudit Mhm. M-O-D-I, pas Maudit, la Ouais. malédiction. C'est un biopic en fait sur l'artiste italien Amedeo Modigliani, Ouais. dans lequel on retrouvera donc Riccardo Scamarcio, qu'on avait vu dans John Wick chapitre 2. On retrouvera Exactement. aussi Al Pacino et surtout Pierre Ninet. Enfin, surtout Al Pacino, c'est peut-être surtout quand même, mais Pierre Ninet pour nous, ça nous parle quand même peut-être Bien encore sûr. plus. Et donc voilà, on a donc Pierre Ninet et Al Pacino dans un même film réalisé par Johnny Depp. Le Mhm. tournage devrait commencer à l'automne à Budapest et donc comme tu l'as précisé, sera proposé au marché du film de Cannes par The Mhm. Veterans, le distributeur The Veterans, et Ouais. on aura aussi d'autres annonces de casting très bientôt. Ok. Voilà, pour le petit pitch, c'est en fait, Maudit, un film basé sur une pièce de théâtre de Ouais. Dennis McIntyre et Mhm. qui raconte, donc, comme je l'ai dit, l'histoire du peintre et du sculpteur Modigliani pendant son séjour à Paris en 1916. Et on a un peu plus de détails. En gros, le film va retracer la vie de l'artiste italien sur la période mouvementée de 48 heures, au Mhm. cours de laquelle en fait il est pourchassé par la police à travers les rues et les bars de Paris, et son désir en fait de mettre fin à sa carrière et de quitter la ville en fait est rejeté par ses camarades bohèmes de l'époque, Mhm. qui sont Maurice Utrillo, James Soutine et Béatrice Hastings. Donc D'accord. voilà, c'est une espèce de course contre la montre apparemment, et ça peut être sympathique, quoi. Ok. Et pour terminer cette news, en fait, rappelons que bah, ce film Modigliani, c'est le deuxième long métrage de Johnny Depp.
Mmh. après The Brave, qui est sorti en 1997, Ouais. et dans lequel on retrouvait Johnny Depp, derrière et devant la caméra, et Marlon Brando, face caméra. Et puis après, en fait, Johnny Depp a pas tourné de film, sauf quelques clips pour, Vanessa Paradis, parce que Ouais. c'était son mari, à l'époque. OK, on peut préciser aussi que, Pierre Ninet a été, assez vivement critiqué sur les réseaux sociaux après, la diffusion de cette information, puisque, bah, on le sait que, Johnny Depp, c'est une figure, assez contestée, ces derniers temps depuis le procès et cetera et ce qui a été révélé autour de lui, Mmh. lors de son procès, contre Amber Heard et Pierre Ninet qui est, quand même une figure, bah, plutôt anti-sexiste et anti-violence contre les femmes et cetera, comme à peu près tout le monde, hein, on va Assez consensuel Hem, même dans l'idée, hein, il est pas oui, voilà oui. et qui est apparu notamment dans un clip d'Angèle, à ce sujet Tout à fait. Mmh. et on lui a un petit peu reproché, justement, de s'associer à cette personnalité-là, ce qui est évidemment, assez compréhensible. Bon, il n'a pas, spécialement réagi, mais bon, on peut comprendre, la réaction assez vive sur les réseaux sociaux à ce sujet, quoi. Tout à fait, ouais. Exactement. Voilà pour le film maudit, M-O-D-I. On va terminer les brèves. Alors très rapidement, je vais juste vous expliquer que on a eu des informations sur le deuxième trimestre de Disney et notamment de Disney+. Disney qui a perdu beaucoup d'abonnés sur la période du deuxième trimestre 2023. Pourquoi c'est évidemment des choses qui ont posé question sur les réseaux sociaux. Ils en ont perdu 4 millions quand même sur un trimestre, ce qui est énorme, évidemment. Euh, Combien? Combien et effectivement, ce truc a un peu posé question. Alors évidemment, les grands critiques de Disney et de sa politique un petit peu consensuelle ont évidemment critiqué certaines choses en disant bah évidemment qu'ils ont perdu des abonnés parce que Disney est devenu woke. Non, c'est pas du tout ça en fait, hein. C'est que Disney Plus a perdu les droits de retransmission du cricket en Inde et ça faisait partie en fait du gros package de Disney Plus en Inde qui avait drivé énormément d'audience et d'abonnés sur la plateforme qui s'appelle Disney Plus Hotstar là-bas et l'immense majorité des 4 millions de pertes en abonnés sur Disney Plus et ben c'est là-bas en réalité. Ouais. Donc voilà, pour l'explication. Cependant, Disney Plus qui a réduit de moitié la perte de ses efforts dans le streaming en un an. On perdait quasiment 1 milliard deux l'an dernier sur Disney+, et maintenant on est un petit peu plus, à près de 700 millions. Donc c'est toujours énorme, mais la politique de Ça résorption commence à des coûts commence à se faire. Bob Iger veut qu'il soit dans le positif dès 2024 quand même. mmh. Donc Ce qui est voilà, atteignable, hein, je pense, dans l'idée. je Ouais. pense. Mmh. Oui, oui, il y a grandement moyen. Voilà donc pour les brèves. On va te donner la parole, bien sûr, pour le traditionnel point box-office, Adrien. Allez, c'est parti, on commence par Les Gardiens 3. Les Gardiens 3 qui, après 2 semaines d'exploitation au cinéma, a déjà récolté 528 millions de dollars de recettes dans le monde. Donc c'est quand même un très beau C'est chiffre ouf. si on compare évidemment à son budget. Et son budget est estimé à 200 millions de dollars sans compter le marketing. Donc il est quand même déjà bien rentré dans ses frais. C'est pas pour l'instant un énorme succès, mais c'est Ouais, déjà quand même en 2 semaines une très très belle performance. bien sûr. Et il y a des chances que, voilà, qu'il atteigne, qu'il touche du doigt peut-être le milliard. C'est pas impossible. Pour l'instant, voilà, on Ouais, attend, carrément. mais juste 2 semaines, c'est déjà très beau. Donc De ça, c'est fou. pour les recettes mondiales, et en France, il a déjà fait 1,3 million d'entrées. Donc c'est pas non plus, ridicule en seulement 2 semaines, avec Ouais, Mario en face qui fait beaucoup de concurrence, carrément. donc pas mal du tout, quoi. Ouais. Ensuite, on a Mario, justement, dont on Mhm. parlait. Mario qui lui, est déjà à 1,2 milliard de dollars de recettes dans le monde après 6 semaines d'exploitation. C'est juste, monstrueux, quoi. Donc évidemment, il roule sur Ouais. tout le monde, avec un budget estimé, même si c'est un peu compliqué de le connaître, de 100 millions de dollars. Parce qu'en C'est fait tout? Ah des ouais. analystes ont regardé combien avaient coûté, les autres films Illumination, Mhm. et les autres, films Illumination. Donc on a en 2020 le film Million, il était une fois Gru. La production avait coûté environ 80 millions de dollars, et Tous en scène 2 en 2021, c'était 85 millions de dollars. Donc il y en a D'accord. qui
des analystes qui précisent que à cause du casting de haute volée qu'on a dans Oui. Mario, Chris Pratt, Jack Black, etc., etc., Mmh. ça fait monter un petit peu la facture. Donc Bien on sûr. serait aux alentours de 100 millions de dollars de budget. Avec D'accord. 1,2 milliard de recettes dans le monde, on est pas mal. Je pense que le film est Oui, extrêmement rentable, ça se heu, rentabilise. se rentabilise très, très bien et en France, on est déjà à 6,4 millions d'entrées. OK. Pareil, c'est un énorme succès en France, quoi. Ah bah, c'est le premier succès sur le territoire français de 2023. Exactement, tout à fait et il y a des chances qu'il reste évidemment dans le top 3 et voire qu'il soit peut-être top 1, hein, toujours parce Il y a qu'il moyen. il marche pour petits et grands, comme on dit. Ouais, carrément. Voilà et je termine ce Trop point cool. box-office avec Les Trois Mousquetaires. Voilà, cocorico, on est en France. Et Les Trois Mousquetaires qui a fait déjà 3 millions d'entrées en 6 semaines. Trois Mousquetaires, donc partie 1, Trois Mousquetaires d'Artagnan, parce que c'est un film qui sera en 2 parties. Donc 3 millions d'entrées et précisons que chaque film produit par Pathé a coûté 36 millions d'euros chacun. Donc vraiment, OK. il y a comment, moyen, en tout cas c'est un risque et c'est un pari, de Mmh. la part de Pathé de sortir des films comme ça. Ouais. 3 millions d'entrées, il va continuer encore un petit peu sa course au cinéma. Il peut peut-être atteindre les 3,5 millions d'entrées. À Mmh. voir après s'il se vend bien à l'étranger, s'il rentre dans ses frais, et cetera, et cetera. Le marketing a été assez conséquent aussi pour ce film-là, donc je Ouais. pense que ça a coûté un petit peu à pâter. Mmh. Donc à voir si le deuxième film aussi, rassemble les foules. Le deuxième film qui s'appelle, Les Trois Mousquetaires Milady, Ouais. qui sortira en décembre 2023 Mmh. et qui mettra évidemment en scène Eva Green encore plus que dans le Ouais. premier, parce que Milady est jouée par Eva Green dans le diptyque. Et donc, en tout cas, c'est rassurant d'avoir 3 millions d'entrées pour les Trois Mousquetaires, que les gens continuent d'aller voir des films de KPDP, ce qui est quand même pas un genre qui est, Oui. euh, qui est facile à faire en France Mmh. et qu'on avait un peu oublié en France. Mmh. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Très Ça veut bien. dire que, en tout Ouais. cas, ça prouve que le cinéma se porte plutôt pas mal et que les gens continuent d'aller au ciné Ouais. malgré les restrictions qu'il y a eu ces dernières années avec le Covid et l'arrivée et l'avènement des plateformes, quoi. Carrément. Bah écoute, c'est une bonne nouvelle. Pour la petite comparaison, Astérix et l'Empire du Milieu devait faire 5 millions d'entrées pour pouvoir se rentabiliser, Ouais, puisqu'il avait un budget de 75 millions d'euros. c'est ça. Sachant que, du coup, les deux Trois Mousquetaires, c'est 75 millions à tous les deux, et qu'ils ont déjà 3,5 millions, ça devrait aller en fait, Ça devrait aller, au ça devrait final. aller, ça devrait aller parce alors faut voir si les gens suivent pour le deuxième, hein, mais Bien sûr. décembre, c'est loin aussi, il peut se passer des Ouais. choses, on verra, hein, mais Disons qu'il manque 1,5 million d'entrées pour être à zéro, ce qui est ok. ce qui est OK, Ouais. il y a un petit sans spoiler, petit cliffhanger à la fin du 1 qui donne envie d'aller voir le 2, même si on connaît Ouais. l'histoire, même si on a déjà lu, pas tous évidemment, hein, on n'a pas tous lu, Les Trois Mousquetaires de Mhm. Dumas, mais bon, voilà, donc oui, non, il y a ce qu'il faut, le marketing fonctionne bien Ouais. et le bouche à oreille fonctionne bien aussi, j'ai l'impression. Ouais. Autour de Bon. moi, autour de toi aussi, j'imagine, on en a bien Ouais. parlé, voilà, les gens sont contents d'aller voir ce film Mhm. et voilà, donc Super. Voilà pour ton point box-office. Merci, Adrien. mais de rien. On va enchaîner avec le gros sujet de la quinzaine. Vous en avez forcément entendu parler, que vous le voulez ou non. C'est la grève des scénaristes qui a commencé aux États-Unis, particulièrement à Los Angeles, le 1er mai 2023. En fait, au moment où on enregistrait notre précédent épisode de Pop News. Qu'est-ce qui se passe? Les scénaristes qui sont tous aux États-Unis reliés à la guilde des écrivains, donc la Writers Guild of America, donc la WGA en acronyme, a débuté ce qu'on appelle les négociations pour les contrats intégraux de tous leurs scénaristes. C'est des négociations qui ont lieu avec le syndicat des producteurs et des studios qui ont lieu régulièrement à chaque intervalle, si vous voulez, et donc là les contrats doivent être renégociés. Et il se trouve que la Writers Guild of America a pas mal de revendications, notamment sur des hausses des salaires, puisque les scénaristes ont souvent parfois du mal à se nourrir, etc. On parle pas évidemment des scénaristes stars, hein, mais des scénaristes, on va dire, standards. C'est un métier Donc précaire, hein, précisons-le, hein. exactement. Donc le métier précaire de scénariste est
pourtant extrêmement important pour toute la machinerie de Hollywood, puisque on a besoin d'énormément de scénaristes, et la plupart du temps, leurs salaires sont relativement bas, sauf quand on devient une star. Mais bref, ce qui se passe du coup, c'est qu'ils renégocient tout ça, et notamment, ils veulent faire en sorte qu'ils aient des meilleures assurances, de meilleures couvertures, et également, et ça c'est une nouveauté depuis la dernière négociation, c'est d'être protégé contre la velléité de certains studios et de certains producteurs de faire travailler des intelligences artificielles à la place de scénaristes, parce qu'évidemment, faire travailler une machine, c'est quand même plus simple que de faire travailler des humains, et c'est quand même moins cher. Évidemment, on est dans un milieu capitaliste, donc forcément, il se passe ça. Donc voilà un petit peu quelles sont les revendications des scénaristes. C'est pas souvent qu'il y a des grèves de scénaristes aux États-Unis, et par contre, les grèves de scénaristes ont des impacts extrêmement importants sur tout le microcosme hollywoodien et la production en réalité. De tout ça, on peut penser à la plus grande grève de l'histoire des scénaristes à Hollywood, c'est celle de 2007-2008, qui avait duré je sais plus combien 100 de jours. journées. À peu près 100 jours. Ouais. Ce qui est gigantesque, Ouais. et il est possible, certains analystes pensent que celle-là va durer plus longtemps que ça. Ce qui se passe en fait, c'est que les scénaristes, ils arrêtent de travailler évidemment sur leur script, sur leur écriture, et la guilde, c'est pas comme les syndicats en France, hein. La guilde des écrivains américains, elle... T'as quasiment besoin en fait d'être encarté à la guilde pour pouvoir travailler en tant que scénariste aux États-Unis. Donc ça veut dire que la quasi-intégralité des scénaristes américains sont en grève à l'heure actuelle pour suivre les guidelines de la WGA, et du coup, de façon plausible, il peut y avoir un shutdown complet des productions pendant X temps. Donc là, ça fait déjà 15 jours. Évidemment, il y a des productions qui vont passer entre les mailles du filet, mais la plupart... Il faut savoir qu'il y a des piquets de grève qui sont mis en place devant les studios à Los Angeles, et du coup, on ne laisse pas passer les gens pour aller travailler sur les studios, et on ne travaille pas sur les scripts pour avancer sur les productions qui vont arriver dans les prochaines années. D'ailleurs, un exemple, c'est le scénario de Blade, qui n'a pas pu être terminé avant l'entrée en tournage, donc vraisemblablement, la date du 6 septembre 2024 ne pourra pas être respectée. Elle sera pas tenue. Non. C'est évident. Donc voilà un petit peu où on en est de cette grève des scénaristes qui vient de commencer en réalité, et qui pourrait être très longue et mettre en difficulté énormément de production. Il y a des effets très réels en fait de cette grève, notamment les talk shows. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On voit déjà en fait les effets immédiats à cause plutôt des talk shows qui ne sont plus diffusés aux États-Unis, donc notamment Jimmy Fallon. On a Jimmy. Comment il s'appelle l'autre Jimmy? Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, merci. Enfin, tous ces talk shows-là qu'on a l'habitude de nous voir sur YouTube en replay ou en extrait ne sont plus diffusés parce qu'en fait, il y a un pool de scénaristes pour chaque émission. Chaque émission, en fait, a besoin de scénaristes, d'une vingtaine, d'une trentaine de scénaristes qui écrit des blagues, qui écrit les intros de Kimmel, qui écrit voilà, les transitions de Fallon, etc. Et en fait, ces mecs-là, sans ça, ne peuvent pas travailler en fait. Ils ont vraiment besoin à chaque fois, tous les jours, de scénaristes. Et donc là, ils sont bloqués. À l'époque, ça avait déjà été le cas aussi. Avec Conan O'Brien notamment, Conan O'Brien qui avait été forcé par la chaîne, alors je sais plus quelle chaîne à l'époque, je vais dire une connerie genre CBS, je sais plus sur quelle chaîne il bossait, mais il a été forcé à revenir à l'antenne, et il meublait l'antenne, il meublait en disant bah c'est comme ça et j'ai pas le choix. Mais il avait pas de scénariste pour lui écrire des blagues et des trucs, donc mais c'est vraiment une télé vide en fait. C'est assez étonnant de voir à quel point, et c'est là et elle est bien cette grève parce qu'elle permet de se rendre compte de l'utilité. Bien sûr. C'est vital un scénariste en fait à la télévision comme au cinéma, et on voit que c'est le premier maillon de la chaîne. Bien sûr. Tu le fais sauter, c'est fini, il y a plus personne. C'est Et ça. donc ouais, là on voit les effets très vite, mais par contre on verra, comme tu dis, d'autres effets à moyen long terme, comme des séries qui ont prévu une saison 2, 3, 4, on s'en fout, des films qui ont prévu une suite ou pas. Ces trucs-là vont être repoussés, comme à l'époque en 2007, ça avait été très compliqué pour certaines séries de poursuivre leur écriture. Il y avait des séries qui avaient raboté ou raccourci vraiment drastiquement certaines saisons. On pense à, il y avait Lost, je crois que c'était un peu plus compliqué. On avait Desperate Housewives aussi. Enfin, il y avait plein de séries comme ça qui avaient eu du mal à se relancer, quoi.
Ouais, carrément. Et il faut bien voir que là, à l'heure actuelle, il y a des effets très directs sur la télé, on va dire, de flux. Mais tout ce qui est l'écriture pour les productions qui mettent 2, 3, 4 ans à sortir de terre, bah ces impacts-là, on va les voir bien plus tard. Mais typiquement, ça va impacter notamment la Prestige TV, dont on parle régulièrement ici, Mmh. tout ce qui est HBO Bien sûr. notamment, tout ce qui est grosse série premium dont on parle régulièrement, on peut parler. Bah voilà, on a fait tout un listing. C'est juste avant de préparer l'émission. The Last of Us saison 2, qui est attendu du coup pour un tournage début 2024. Normalement. Et donc, vraisemblablement, une diffusion probablement 2025. Ben ça, c'est sans compter la grève des scénaristes, puisque qu'est-ce qui se passe? Là, ils allaient à peine commencer le casting pour de nouveaux acteurs. Et en réalité, bah, désormais, la phase de casting, elle est en pause. Mmh. Donc, si on prend du retard sur le casting, et qu'on prend du retard vraisemblablement sur l'écriture des scénarios, puisque Craig Mazin, le showrunner et scénariste principal de The Last of Us, fait lui aussi grève, comme à peu près tout le monde en réalité. Oui, et puis Craig Mazin est en plus Ouais. un peu le porte-étendard des scénaristes Mhm. actuellement. Il défend la position Oui, de scénariste depuis très longtemps. bien sûr. Donc c'est pas un mec qui ne fera pas la grève. C'est sûr qu'il la fera C'est jusqu'au bout la évident. grève, hein. Ouais. C'est évident. Donc ça, c'est évident que du coup, bah, le planning, on va dire, habituel et le planning espéré va certainement pas être respecté. Ou alors, s'il est respecté, ça veut dire qu'on va tronquer des choses d'un point de vue scénaristique. Et là, du coup, on va se retrouver avec peut-être une série qui sort au bon moment, mais qui va peut-être être moins bien écrite que Exactement. précédemment, quoi. Tout à fait. Donc ça c'est pour The Last of Us. On a parlé de Blade à l'instant. Bon, c'est un film Marvel, c'est vrai que les films Marvel ont des problématiques d'écriture. Mais on peut parler de Andor. Andor saison 2, la série Star Wars dont on avait beaucoup apprécié la première saison il y a quelques mois. Et ben, le showrunner et écrivain Tony Gilroy a annoncé qu'il avait arrêté toute production de script, mais aussi tout travail de production en tant que showrunner Mmh. sur la saison 2. Donc là, pareil, la série Disney+, va très certainement être impactée par ça. Et c'est intéressant parce que précisons qu'on lui a forcé la main quand même. Oui, Ouais, parce oui, c'est que vrai. on lui a forcé la main parce que c'est vraiment, faut poser le stylo, quoi. Si on Ouais. doit imager, on a plus le droit d'écrire. Parce qu'on pourrait se Mhm. dire: «Tiens, les scénaristes dans leur coin, ils peuvent quand même Ouais. continuer à écrire, à prendre de l'avance sans le dire vraiment». Non, 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 Mhm. c'est carré, on n'écrit plus, on a fini, d'écrire et on fait vraiment la grève, quoi. Il y a pas Ouais. de dérogation, quoi. Non. C'est ça. Et il y a un vrai truc aussi, puisque la position de showrunner scénariste est évidemment extrêmement étrange. Puisque quand t'es scénariste, évidemment, tu t'occupes des scripts, t'es aussi présent sur le tournage, hein. On va l'évoquer, mais il y a certaines séries qui continuent leur tournage sans scénariste, Mmh et mh, sans showrunner aussi. mmh. Mmh mh. Donc, quand t'es showrunner, t'es pas forcément uniquement scénariste, mais quand t'es showrunner, t'es aussi scénariste, mais t'es aussi producteur. Donc ce qui pose question, dans le cas par exemple de Tony Gilroy, c'est, il dit oui ok, je n'écris plus rien. Il n'y a pas de problème. Toutes mes prérogatives de scénariste, je ne les respecte pas. En revanche, je continue à être producteur. Mais ça, du coup, c'est compliqué à tenir comme position. Bien sûr. Et donc, on l'a un petit peu forcé, puisqu'il y a des gens notamment qui l'ont pointé du doigt, notamment sur Twitter, pour lui dire, bah écoute, ouais, mais c'est pas possible en fait. C'est soit tout, soit rien. C'est ça. Et donc ça c'est le cas de Tony Gilroy. On peut Avec aussi nous ou contre nous. c'est un peu ça. Et on peut aussi évoquer bah, le cas du spin-off de Game of Thrones qui s'appelle The Hedge Knight, qu'on a évoqué il y a 2 semaines pour vous le présenter. Là, il y avait une salle d'écrivains qui avait été créée, une writer's room autour de George R. R. Martin, qui désormais a été fermée, Mmh. tout simplement, à cause de la grève. George R. R. Martin, qui est scénariste principal de cette série, annonce qu'il soutient évidemment tout ça. Et voilà, donc pareil, ça, si ça devait sortir en 2025 ou en 2026, probablement que ça sortira plus tard, côté HBO. On peut parler toujours du côté de Game of Thrones, pour le coup, du cas de House of the Dragon, dont la saison 2 est attendue, on sait pas trop quand, mais probablement 2024. La saison 2 était en tournage au moment du début de la grève, et va continuer son tournage sans scénariste sur le plateau. On nous dit pour nous rassurer que les scripts étaient tous terminés, mais le travail de scénariste ne s'arrête pas à la production du script. Non. Donc ça, c'est évidemment Parce que tu fais des important retouches à en fait en souligner. tant que scénariste, tu peux, voilà, modifier des épisodes, tu peux modifier des dialogues, tu peux modifier plein de choses. Donc comme tu l'as dit, rien ne s'arrête, c'est pas parce que tu as terminé et que tu as mis un point final à ton épisode que, c'est vraiment fini, quoi.
Exactement. Donc voilà, ça c'est bon, problématique. Mais tu peux toujours t'en sortir par contre. Enfin, Ah oui, je bien sûr. les crois complètement quand ils disent que les scénarios étaient écrits Ouais. de A à Z, mais c'est Mm. vrai que ils vont devoir faire avec quoi. Ça va être compliqué. Bah, disons que ouais, c'est compliqué de composer là-dessus, et d'un point de vue, si tu fais un petit peu l'avocat du diable et que tu te mets à la place des studios, c'est difficile de mettre en pause un tournage qui a commencé, Oui. parce que ça coûte extrêmement cher. Mhm. Donc évidemment, bon, ils ont pas spécialement le choix, sachant qu'ils venaient de commencer, en fait, et ils ont entre guillemets de la chance dans dans cette affaire, c'est que eux ils tournent au Royaume-Uni, donc c'est plus compliqué pour les scénaristes de la WGA de faire fermer le plateau de tournage, Oui, bah oui, évidemment. évidemment. Donc voilà, autre série qui est concernée, évidemment, c'est la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. La saison 2 des Anneaux de Pouvoir qui, elle, va continuer à se tourner. Alors il leur restait à peu près 15 jours de tournage, sans scénariste et sans showrunner. Ça commence à faire beaucoup, en fait. Sachant que, on le rappelle quand même, mais la saison 1 des Anneaux de Pouvoir avait été pas mal critiquée, notamment d'un point de vue scénaristique. Ouais. Donc, si on termine la saison 2, même si c'est que 15 jours de tournage, sans showrunner, sans scénariste, attention, quoi. Voilà. Et rapidement, je sais que ça vous parlera, la saison 5 de Stranger Things, la dernière saison de Stranger Things, a été également reportée. Le tournage de la saison 5 de Stranger Things a été reporté, notamment, du coup, à cause de cette grève des scénaristes, puisque les showrunners Matt et Ross Duffer, les frères Duffer, ont annoncé que, voilà, il n'y aurait pas de tournage commencé alors que la grève a débuté. Ce qu'ils disent, eux, c'est que l'écriture du scénario ne s'arrête pas au moment où le tournage commence. Et c'est tout à fait vrai. Voilà un petit peu ce qu'on avait à vous dire sur la grève des scénaristes. Ouais. Précisons aussi que Joe Biden a pris la parole. Oui. Sur le sujet. Donc, à la Maison-Blanche, il y avait un film qui était présenté à la Maison-Blanche et on lui a posé la question, évidemment, en salle de presse sur cette grève des scénaristes. Et il a déclaré que, je cite, « Voici une industrie américaine emblématique et significative et nous avons besoin des écrivains, de tous les travailleurs et de tous ceux qui y sont impliqués pour raconter les histoires de notre nation, les histoires de nous tous. » Voilà. Ce qui a été applaudi d'ailleurs à l'époque, au moment où il a déclaré. Un président qui prend parti sur ça. Bon, il a besoin. Il a besoin et il prend pas trop de risques, évidemment, parce que voilà. Mais c'est intéressant quand même de voir que le président des États-Unis donne son avis quand même sur la question et pleinement défend pleinement la cause des scénaristes, quoi. Évidemment. Bon, c'est toujours bien de l'ouvrir, mais tu peux aussi légiférer hein, s'il y a besoin. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est les États-Unis, c'est pas la France. C'est difficile de critiquer ça. Ok, très bien. Eh bien écoutez, voilà pour le gros sujet de cet épisode. On va passer tout de suite au radar des sorties. Yes. Le radar des sorties, je vous le rappelle, c'est tous les 15 jours. Je vous fais le point sur les sorties à venir en salle, mais aussi en streaming. Et le premier film dont on va vous parler, c'est le film qui sort aujourd'hui, date de sortie de cet épisode de podcast, c'est Fast and Furious 10. Je vous l'avais déjà présenté il y a 15 jours, je vous le refais pas. Hein. C'est un film de Louis Leterrier avec Vin Diesel, Jason Momoa, Charlize Theron. Bon. La famille. La famille est de retour. Ensuite, on a La Petite Sirène. Petite Sirène, remake par Disney d'un film Disney. C'est réalisé par Rob Marshall avec Hailey Bailey en tant que Ariel, Melissa McCarthy en Ursula, la grande méchante, et Javier Bardem en Roi Triton. Ça sort le 24 mai 2023 en salle, s'il vous plaît. On a également Les Chevaliers du Zodiaque, qui est une adaptation du manga et de l'animé du même nom, voilà, d'un réalisateur qui s'appelle Thomas Baginski, que je ne connais pas, avec les acteurs Famke Janssen, que vous connaissez pour son travail notamment dans la saga X-Men, et Sean Bean, que vous connaissez en tant que gros Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, et en tant que Ned Stark dans Game of Thrones. Bon, on va le dire tout de suite, hein, les adaptations d'animé, c'est jamais foufou. Et la bande-annonce fait très peur. Ouais. Ça a l'air nul, Donc on n'y croit pas trop, mais voilà, ça sort le 24 mai 2023 également. Un film en quel on croit énormément par contre, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse, en français Spider-Man Seul contre tous, qui est donc la suite de Spider-Man
New Generation en français et Into the Spider-Verse en anglais, c'est compliqué. Ça sort le 31 mai et c'est probablement un des films que j'attends le plus en fait cette année. Je vous fais rapidement le pitch, c'est Miles Morales qui est catapulté dans le multivers où il rencontre des héros chargés de protéger l'équilibre de ce même multivers. Les opinions s'affrontent sur la marche à suivre et Miles Morales finit par être confronté aux autres Spider-Man, notamment celui incarné par Oscar Isaac. Voilà, c'est un film d'animation et c'est toujours à tomber par terre, donc on a très envie de voir ça. Dernier film qui sort en salle et sort également le 31 mai, c'est Renfield, qui est un film de Chris McKay avec Nicolas Hoult et Nicolas Cage. Renfield, c'est l'assistant torturé par Dracula et qui lui doit lui procurer en fait ses proies, etc. Et après des siècles de servitude, il décide que il en a marre et qu'il veut changer de job. Le problème, c'est que Dracula a pas spécialement envie de le laisser faire. Voilà, ça sort en salle le 31 mai, ça a l'air assez rigolo. En streaming, désormais, sur Disney+, le 24 mai, Américain de Chine, qui est une série avec un personnage qui s'appelle Jin Wang, qui vit une vie d'adolescent américain tout à fait classique, jusqu'à ce qu'il se retrouve au milieu d'une bataille entre des dieux chinois. Voilà, ça sort sur Disney+, le 24 mai. Sur Netflix, le 25 mai, on a une série qui s'appelle Fubar, qui est une série d'action avec Arnold Schwarzenegger. C'est un père et une fille qui découvrent qu'ils travaillent secrètement pour la CIA depuis des années. C'est un petit peu le Mr. et Mrs. Smith, mais avec un père et une fille, en fait. Et ils sont contraints de travailler ensemble, et ils vont devoir réaliser de dangereuses missions d'espionnage pour la CIA. Ça rappelle un peu True Lies aussi, avec Schwarzy, justement, qui bossait pour la CIA en agent double. De fou, et donc ça sort le 25 mai en intégralité, j'imagine, sur Netflix. Et enfin, dernier que je vous ai sélectionné, c'est Griffon. C'est une série qui est prévue sur Prime Video, une série allemande fantastique. 3 marginaux découvrent un monde fantastique où le Griffon a servi tout ce qui l'entoure, et a priori, seul Marc, donc un de ces 3 marginaux, est capable de le vaincre, mais il ne se sent pas l'étoffe d'un héros, jusqu'à ce que son frère disparaisse. Un programme. Ouais, tout un programme. Écoute, pourquoi pas. Mais pas mal, c'est très varié là ce qu'il y a dans les 15 prochains jours. De fou, ça Merci donne envie. Pour ces sorties. Ouais, donc le 26 mai, c'est pour Griffon. Et on va terminer avec nos recos habituels de fin d'émission. Cette émission qui va quasiment respecter son heure. Non, ça va être même moins que ça, donc c'est cool. Donc on va commencer avec ma première reco. Ma première reco, c'est Star Wars Vision. Star Wars Vision, qui est une série d'anthologie d'animation dans l'univers de Star Wars, qui est revenue pour une saison 2 le 4 mai, donc pour May the 4th, et c'est 8 épisodes, je crois, ou 9 épisodes, je me souviens plus, réalisés par 9 studios d'animation différents, dont un studio français, dont un studio britannique, qui est le studio Hardman, à qui l'on doit l'animation de Wallace et Gromit. Et honnêtement, c'était vraiment très bien. C'était bien mieux que la saison 1. Parce que très quali, évidemment d'un point de vue visuel, mais c'était déjà le cas de la saison 1, mais aussi des scénarios hyper intéressants dans la variété, mais aussi dans l'exploration du côté obscur, ce qui n'était pas du tout le cas de la première saison. La première saison qui était vraiment très sur les Jedi, et là on a quelque chose qui parle souvent de la tentation du côté obscur, la corruption, comment on fait pour travailler contre le côté obscur. Très intéressant, et dans des formes complètement différentes. Je vous l'ai dit, Hardman, c'est de la clay motion, donc de l'adaptation, de l'animation en stop motion avec de la glaise en fait. Il y a aussi de la stop motion assez classique, un peu à la Kubo et l'armure magique, des choses comme ça, tu vois. Et des choses très très jolies, même en 3D ou en 2D. Je pense notamment au court-métrage français, qui est super bien, qui parle notamment de... c'est une espèce de film de guerre en réalité sur un peu ce type Seconde Guerre mondiale, sur l'occupation de l'Empire sur une planète et comment des espions essaient de travailler là-dessus. Un peu à la Andorre alors. Il y a un peu de ça, ouais. En fait, c'est vraiment des vignettes, hein. Imaginez des courts-métrages de 10-15 minutes, mais avec vraiment un travail sur le script que j'avais moins ressenti sur la première saison. Donc vraiment, si vous connaissez pas, et même si vous n'êtes pas super fan de Star Wars, peut-être que ça vous plaira, parce que déjà, c'est hyper facile à regarder, ça se regarde en une après-midi, et en plus, il y a un propos, quoi. Ok, donc vraiment... Vraiment, moi, c'est une vraie reco là-dessus. Ah bah ça marche. Allez-y.
Parce que moi, la une, ouais, j'étais un peu déçu, à part un ou 2 épisodes que j'avais trouvé Ouais, sympathiques. Le Ronin, notamment, ouais, très bien. qui était très beau, très joli en noir et blanc. Mmh. Ça rappelait les films de Kurosawa et tout, c'était De cool. fou. Mais après, d'autres, ça m'a pas marqué, tu vois? J'étais pas vraiment, dedans, Ouais, je donc comprends. voilà. Mais pourquoi pas, ouais, jeter un œil si j'ai le temps. Bon, il y a beaucoup de choses à regarder Ça en se ce moment, regarde très vite quand mais même. oui, oui, carrément. Bah, Mmh. si je tombe dessus et que ça me plaît, je pense que je boufferai toute la saison, quoi. Bah, merci, De ouais, pour la fou. reco, c'est cool. Ça marche. Ouais, et bah, tu une reco justement Star Wars à nous faire toi aussi, c'est un jeu vidéo. Yes, Star Wars Jedi Survivor, qui est la suite de Jedi Fallen Order, qui a été sortie en 2019. Donc c'est vraiment la suite directe du premier jeu dans lequel on incarne Cal Kestis. Cal Kestis, en fait, qui est un Jedi qui a survécu à l'Ordre 66. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Star Wars, en fait, c'est l'empereur Palpatine qui déclenche l'Ordre 66, qui ordonne en fait aux clones de tuer tous les Jedi du monde entier, de toute la galaxie, et il y a quand même certains Jedi qui ont survécu, dont, en fait, dans le jeu vidéo Cal Kestis, qui a bien vieilli depuis l'Ordre 66 et qui, en fait, son but dans les 2 jeux, c'est de, un peu remonter un nouvel ordre Jedi, de retrouver peut-être d'autres Jedi, de comprendre ce qu'est l'ordre Jedi, parce qu'en fait, il a pas vraiment une maître, il en a eu un très jeune, qu'il a perdu très tôt, et cetera. Et en fait, donc ce jeu et une sorte de mix entre plein de licences connues du jeu vidéo. On retrouve du Sekiro, un peu Dark Souls, on retrouve une vibe un peu Uncharted, on retrouve du Tomb Raider, on retrouve vraiment un peu le meilleur de ce qui se fait, en fait, actuellement, dans un seul et même jeu. Est-ce que ça en fait un bon jeu? Oui et non. Oui, dans le sens où, c'est très léché au niveau des visuels, c'est très cool. Ils ont bossé, voilà, avec tous les assets qu'ils pouvaient pour, avoir le meilleur de Star Wars. Tu sens que le sound design est fou, la musique est super, et cetera, et cetera. Les visuels sont très, très beaux. Par contre, derrière, ils ont pas la maîtrise, de certains autres studios de jeux vidéo. Donc, par exemple, Naughty Ouais. Dog avec Uncharted, Mmh. comment, j'ai per From Software pour Dark Souls, et cetera. Et en fait, ils ont Mmh. pas cet éclair de génie qu'ont les autres studios, et donc en fait, ils font un pot-pourri de tout ça. Ce qui Ouais. fait que c'est agréable, c'est Mmh. sympathique, t'avances avec grand plaisir, mais l'histoire n'est pas transcendante, et les phases de gameplay, des fois, se font un peu attendre parce qu'ils veulent absolument te faire passer par des phases de course sur un mur, par des énigmes un peu pétées. À la Zelda d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais en fait, Ouais. c'est vachement pompé sur Zelda Breath of the Wild, Mmh. au niveau des sanctuaires et des énigmes de donjons, quoi. Donc, pour celui qui aime Star Wars, ça passera très bien. Mmh. Pour les autres, ça passera aussi, mais il jouera un petit peu en pilote automatique, quoi. Et c'est D'accord. pas un mauvais jeu, mais je le conseille pas déjà au prix neuf, et je le conseille plutôt en occasion, Ouais. et voir s'il tombe sur le Game Pass, le EA Play du Game Il Pass, va si vous avez falloir attendre une un petit peu, Xbox. je pense. Faudra attendre, mais à la Mmh. limite, attendez, quoi. Mais en tout OK. cas, mieux que le premier parce que plus optimisé, c'est le premier en mieux, quoi. Donc pas décevant, D'accord. mais là, je suis quasiment à la fin du jeu. Zelda vient de sortir, allez hop, je passe direct à ma deuxième reco. Ouais. Zelda, Tears of the Kingdom vient à peine de sortir, et je sens que je vais pas finir, Jedi Survivor tout de suite à cause de Zelda. Et donc bah, moi, c'est ma deuxième reco. Là, j'ai joué Ouais. à peu près, je pense, 3 heures, on va dire, au Zelda Tears of the Kingdom, qui est, vraiment le même moteur graphique, un peu amélioré quand même, du premier, donc Breath of the Wild. C'est la suite directe de Breath of the Wild, avec des mécaniques de fou furieux. On y a joué tous les 2, hein. Mmh. Des mécaniques de gameplay de fou furieux parce que on a des nouveaux pouvoirs, et ces nouveaux pouvoirs, en fait, nous permettent d'associer des objets ensemble. Donc ça peut être des armes ensemble. Ça, on prend par exemple une épée rouillée et un rocher par terre, on peut les assembler, ce qui fait une épée rocher, ce qui est incroyable juste déjà sur le papier. Conceptuellement, c'est assez ma boule. C'est fou. Voilà, on voit, je sais pas, un arc, enfin une flèche associée à, une gelée chouchou, glacée, et ben ça nous fait une flèche glacée. Voilà, c'est vraiment le basique du basique que je vous dis, mais il y a tellement de possibilités. Il y a ce truc-là, il y a le fait de pouvoir aussi coller des choses ensemble, Mmh. des éléments de décor ensemble. Donc, par exemple, un wagon qu'on peut associer à un petit ventilateur, ce qui fait que bah, ça nous fait un train, en fait, qui nous propulse. On peut associer des rondins de bois ensemble, ce qui nous permet de créer un bateau si on a une voile. Voilà. Vraiment, ça, c'est les 2 premières heures de jeu. Et déjà, on fait OK, bah, vous avez tout compris. C'est exactement ce qu'on Mmh. voulait dans le 1. Ben là, vous l'avez mis dans le 2. L'histoire a l'air très sympa. Ça parle d'une espèce alien, plus ou moins, on va dire, espèce alien, en tout cas une espèce ancienne du royaume d'Hyrule, qui vit dans les cieux, et donc ça nous permet d'avoir une deuxième map au-dessus d'Hyrule. D'ailleurs, moi j'ai joué que 3 heures, et toi aussi. On n'est Ouais. toujours pas arrivé sur Hyrule, hein, sur la map de Breath Non. of the Wild, on l'a toujours pas vu.
Et donc, en fait, c'est des îles flottantes, gigantesques. Mmh. Ça a l'air, c'est magnifique, c'est déjà super beau à voir et Ouais. pour l'exploration, ça a l'air encore plus fou. Donc ça a l'air peut-être d'être tout bon et si vous avez un jeu à acheter ce mois-ci, c'est Evid, mais de toute façon, tout le monde vous l'a dit, c'est pas moi que vous allez écouter, Oui. mais vraiment, je vous le confirme, achetez Tears of the Kingdom, Zelda Tears of the Kingdom et vous serez pas déçus du tout, quoi. Ouais, bah écoute, t'as un peu tout dit hein, là-dessus, mais Breath of the Wild était déjà excellent et Mmh, Tears of the Kingdom apporte encore plus et justifie dès ses premières heures de jeu son existence même en fait. exactement. Et tu te dis, mais en fait, comment ils ont fait C'est et ça, c'est hallucinant. Et je crois que je vais prendre encore plus mon pied sur Tears of the Kingdom que sur Breath of the Wild, moi aussi, je ce pense. qui est déjà dire quelque chose en fait. Et Donc, on peut se dire que, il y a plus l'aspect surprise, il y a plus l'aspect, découverte qu'on avait dans le premier, moi qui m'avait fasciné et pourtant on est quand même toujours, heureux de parcourir ce monde-là, même si on connaît un peu les mécaniques et en fait, bah, non, parce qu'ils ont tout renouvelé quoi donc c'est ouais. vraiment, vraiment incroyable et c'est un peu un tour de force, pour Mm. l'instant en tout cas. Mais bon, vu les tests et les critiques qu'on a vu, passer, c'est le cas pour le reste de l'aventure quoi. Donc c'est super. Exactement. Bah écoute, merci pour cette reco que je partage totalement. C'est la fin de cette émission 12 de Pop News que vous retrouvez du coup toutes les 2 semaines dans votre flux de podcast préféré. N'oubliez pas de vous abonner donc si vous voulez, et si vous appréciez cette émission et que vous voulez écouter les suivantes. N'oubliez pas également les petites étoiles, ça aide énormément. Si vous appréciez nos émissions, n'oubliez pas d'en parler également autour de vous, puisque bah c'est comme ça que ça fonctionne, hein, vous le savez. C'est comme ça qu'on se fait connaître. Donc n'hésitez pas, ça nous aide énormément. On va se retrouver du coup dans 2 semaines pour Pop News épisode 13, mais la semaine prochaine, on vous parle d'un film, et ce film c'est quoi? C'est Mario. Et oui, Super Mario, le film, il était temps qu'on en parle. Il y a eu des vacances, il y a eu tout ça, voilà. Donc on a un peu traîné, mais vous inquiétez pas, on arrive avec un pop tier spécial Super Mario Bros, le film. C'est ça. Entre-temps, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux habituels, à savoir Twitter, Facebook pour les boomers, on les embrasse également, TikTok pour, bah, pas les boomers justement, et YouTube également. On a une grosse chaîne YouTube qui vient de prendre une refonte. Je m'occupe des vidéos en ce moment, puisque vous pouvez en fait regarder cette émission, c'est tout à fait possible, et voir nos petites trombines ainsi que les sources sur lesquelles on se base. Et tout ça, c'est disponible aussi bien sur YouTube que sur Dailymotion, et oui. Mhm. Donc voilà, tout est possible désormais dans ce podcast. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast, du coup, Pop News ou Pop Tier. Et puis on vous embrasse, à très bientôt tout le monde. Salut à tous. Salut tout le monde.